Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un test d'une carte graphique qui est vraiment surpuissante, la Nvidia GeForce RTX 4090. Une fois n'est pas coutume, mais c'est un test qui entre dans l'actualité étant donné que cette carte graphique est sortie très récemment. On le verra dans les tests, mais elle est tellement performante qu'il est très compliqué à l'heure actuelle de l'utiliser à son plein potentiel. Et si je peux vous proposer ce test sur cette RTX 4090, ce n'est pas grâce à un partenariat, mais c'est tout simplement grâce à mon frère. Merci la famille. Il fait partie des rares chanceux qui ont réussi à s'en procurer une Day One, donc je lui ai dit directement, il va falloir tester ça. En ce qui concerne les tests, on va se concentrer sur le gaming. C'est une carte qui a largement des capacités pour d'autres applications, mais je suis pas vraiment en mesure de le tester, donc on va se concentrer sur ce qui va combler la majorité des besoins, à savoir le gaming. Pour se faire une meilleure idée de ses performances en comparant à d'autres cartes, n'ayant pas la possibilité de vraiment les tester, et ben on va se reposer sur l'article de Hardware Cooking concernant le test de la 4090 Founders Edition. Et d'ailleurs, le test de Hardware Cooking, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien dans la description, allez voir, ils font pas mal de tests, c'est très sérieux et très bien fait. Bref, c'est terminé pour cette introduction, on va maintenant passer à la présentation de la carte graphique ainsi que du PC de test qui est très sympathique. Voilà en image le modèle que j'ai pu tester, il s'agit de la RTX 4090 Zotac Gaming AMP Extreme Aero. On a donc une carte graphique qui est équipée d'un GPU AD102-300 sous microarchitecture Ada Lovelace. Ce GPU embarque 16384 CUDA Core, 512 Tensor Core et 128 RT Core. Il s'agit d'un modèle qui est légèrement overclocké, donc ce GPU peut monter à une fréquence de 2,58 GHz en fréquence boost. En ce qui concerne la mémoire qui accompagne ce GPU, on a 24 Go de GDDR6X annoncé à 21 Gbps par seconde. C'est vraiment des caractéristiques qui sont impressionnantes, tout comme son prix car elle est vendue à 2199 €. Pour ce qui est du design, comme toutes les RTX 4090, c'est un vrai parpaing, en tout cas elle est très belle. Le design est imposant, on a pas mal de RGB, ce qui fait qu'elle rend vraiment très bien dans ce PC. D'ailleurs, de ce PC, parlons-en. De ce qui nous intéresse, on a une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Formula et on utilise cette magnifique carte mère pour y loger un i9 12900K. Le tout accompagné par 32 Go de Corsair Dominator Platinum DDR5 à 5200 MHz, CL38 en 2 fois 16 Go. Donc comme je le disais, il s'agit du PC de mon frère et il est vraiment magnifique, j'espère que ces images vous plaisent. En tout cas, maintenant qu'on s'est bien rincé l'œil, on va attaquer les tests. Pour tester cette 4090, on va commencer par 3D Mark Time Spy. J'y ai fait 2 passages, un en normal et un en extrême. Et d'ailleurs, les images que vous voyez actuellement, c'est mon passage avec les réglages extrêmes. D'ailleurs, comme vous le voyez, cette carte graphique se balade littéralement sur ce benchmark, on est largement au-dessus des 100 FPS. On va rapidement passer dessus, je vous affiche directement les résultats, d'autant qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les tests suivants. On commence avec les résultats pour les réglages normaux de Time Spy, on peut voir que je suis presque à 36 000 points. Pour le score graphique en tout cas, parce qu'en score global, on est à un petit peu moins de 31 000 points. C'est très proche de ce que j'avais pu lire sur le test de Hardware Cooking concernant la 4090, c'est un très bon score d'ailleurs, même si on fait un petit peu moins que ce qu'ils avaient pu avoir, après c'est normal, on n'a pas exactement le même PC. Je vous affiche maintenant le résultat que j'ai eu en extrême, donc on a un score graphique de 19 395 pour un score global de 16 580. Encore une fois, c'est un très bon score graphique, si on compare avec ce qu'avait eu Hardware Cooking, on est très légèrement au-dessus de leurs résultats. Après, comme précédemment, on n'a pas exactement la même machine. Et de toute manière, dans les benchmarks, il y a toujours une petite marge d'erreur. Là, on est clairement dedans. Si on compare avec les résultats qu'ils ont eu avec la 3090 Ti OC de GB, et ben, c'est quand même un écart impressionnant. On peut quand même comparer parce que le PC de test de Hardware Cooking est très proche de celui que j'ai entre les mains. Sur les réglages normaux, ça nous donne un gain d'un tout petit peu plus de 60%, ce qui est énorme. Pour ce qui est des résultats en extrême, on a 67% d'écart par rapport à la 3090 Ti. C'est énorme encore une fois. L'écart se creuse donc un petit peu plus. Clairement, c'est une carte graphique qui est faite pour les hautes résolutions. J'enfonce un petit peu des portes ouvertes en disant ça, mais vraiment c'est important de le rappeler. On passe à la suite, je passe sur Red Dead Redemption 2, c'est intéressant parce qu'il fonctionne sous Vulkan. Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire des tests sans le ray tracing mais avec le DLSS. J'ai donc fait plusieurs passages, vous voyez les réglages là, la seule chose qui change dans mes passages c'est la résolution ainsi que l'activation du DLSS ou non. Je vous affiche actuellement
également à gauche le passage en 1080p et à droite le passage en 1440p. Si je fais le passage avec ces deux résolutions en même temps, c'est pas par hasard parce que regardez le nombre d'FPS que j'ai ainsi que le pourcentage d'utilisation du GPU. À peu de choses près, j'ai le même nombre de FPS que ce soit en 1080p ou en 1440p. La raison est simple, c'est que je suis bottleneck par le 12900K. C'est assez dur à croire, mais je suis carrément bottleneck dans ces résolutions-là. Pour le 1080p, c'était assez prévisible. Par contre, pour le 1440p, moi, ça m'étonne pas mal. La faute revient aussi un petit peu à l'optimisation du jeu qui visiblement n'exploite pas le CPU à pleine capacité. Mais le fait est qu'on est bottleneck, donc dans ces résolutions-là, je ne vais pas tester avec le DLSS parce que ça n'a aucun intérêt. J'aurai exactement le même nombre de FPS que quand il est désactivé. On fait maintenant le passage en 2160p. Je vous mets à gauche mon résultat avec le DLSS et à droite sans le DLSS. Et pour ce qui est du réglage du DLSS, je l'ai paramétré sur qualité. On peut voir que cette fois-ci, le GPU est bien plus utilisé. On est loin des 60% d'utilisation en QHD. Malgré tout, même dans cette grosse résolution, on est au-dessus des 100 FPS sans aucun souci. Et ce, que ce soit avec le DLSS ou sans le DLSS. Vraiment, cette carte graphique est très à l'aise sur Red Dead. Et même dans cette résolution-là, je me demande si on n'a pas un petit peu de bottleneck avec le DLSS activé, étant donné que par moment, on se rapproche plutôt des 90% d'utilisation du GPU. Est-ce qu'il est pertinent d'utiliser le DLSS quand on a déjà plus de 120 FPS en 4K sur un jeu en solo? Je ne pense pas. En tout cas, je l'ai testé et je vous affiche les résultats. Attention à ce tableau, il commence à 110 FPS, donc vous fiez pas à l'écart visuel qu'on a entre les résultats. De toute manière, je vous ai mis les résultats chiffrés en haut à droite, comme ça vous aurez exactement les relevés que j'ai fait. Donc comme je le disais, en 1080p et en 1440p, on a exactement le même résultat. On a 144 FPS dans les deux cas. Donc comme je le disais, c'est à cause du bottleneck. Le processeur n'arrive pas à nous donner plus d'images par seconde. Donc forcément, on a le même résultat qu'on soit en 1080p ou en 1440p. Pour ce qui est du résultat en 4K avec le DLSS activé, on voit qu'on a 138 FPS. On est très proche de ce que j'ai eu sur les deux précédents résultats. Même si c'est moins présent, je pense qu'on a là un petit peu de bottleneck aussi. Donc je sais pas s'il faut vraiment prendre en compte ce résultat là. Et pour ce qui est du 2160p Ultra sans DLSS, on a 121 FPS, c'est un très bon résultat. Et là par contre clairement la carte s'exprime à son plein potentiel, on n'a pas de bottleneck sur ce résultat. C'est dommage que Cyril de Hardware Cooking n'a pas testé sur Red Dead Redemption 2, j'aurais beaucoup aimé comparer ce qu'il pouvait avoir avec une 3090 Ti ou même une 3090 normale. Malheureusement j'ai pas la possibilité de tester moi-même avec ces cartes là, c'est un peu le défaut quand on a une petite chaîne YouTube avec pas beaucoup de budget. Malgré tout, c'est déjà énorme pour moi de pouvoir tester cette 4090, donc vraiment, je suis quand même très content. Bref, je divague un petit peu, on passe maintenant au benchmark de Assassin's Creed. Encore une fois, je vous montre mes réglages pour Assassin's Creed, donc j'ai fait les mêmes réglages, c'est-à-dire en ultra pour chaque passage. La seule différence, c'est la résolution qui a changé, une fois en 1080p, une fois en 1440p et une fois en 2160p. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois, Cyril a fait des passages sur ce jeu-là, on va donc pouvoir comparer un petit peu avec les résultats qu'il a pu avoir avec d'autres cartes graphiques. En premier, je vous montre quelques images de mon passage en 1080p, juste pour que vous constatez qu'encore une fois, on est bottleneck. Ça m'étonne pas trop pour cette résolution-là, encore une fois, on voit que le CPU est sous-exploité, bref c'est du bottleneck, donc vraiment c'est un résultat qui est pas à prendre en compte, c'est complètement faussé à cause du bottleneck. Allez, on passe au 1440p. Encore une fois on a un petit peu de bottleneck, malgré tout c'est quand même beaucoup moins dramatique, on est autour des 90% d'utilisation du GPU en général. D'ailleurs j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, j'en profite, mais regardez, cette carte graphique chauffe vraiment très peu. On est dans les 50 degrés voire 60 degrés maximum, mais elle va jamais au-dessus. Bref, je vous mets les images en 2160p et en même temps je vous affiche les résultats sous forme de tableau. On a donc 10 FPS d'écart entre le 1080p et le 1440p, faute à du bottleneck qui est très présent en 1080p, donc c'est vraiment un résultat qui est faussé, et un petit peu faussé aussi pour le 1440p, c'est ce qui fait qu'on a si peu d'écart entre ces deux résolutions. En 2160p, on a 122 FPS de moyenne, c'est un très bon résultat, et surtout ce n'est pas vraiment faussé par le bottleneck. Maintenant, si on compare avec ce qu'a eu Cyril dans ses résultats, on peut voir que j'ai un petit peu plus avec la 4090 que j'ai, mais c'est normal, c'est un modèle overclocké. Pour ce qui est des résultats avec la 3090 Ti qui a fait 76,14 FPS, on garde donc une valeur d'environ 60% de performance en plus face à la 3090 Ti, on retrouve ce qu'on a eu sur 3D Mark. Et je précise qu'on est sur des résultats sans DLSS et sans ray tracing.
Donc vraiment c'est un gap impressionnant d'une génération à l'autre, surtout que normalement on devrait avoir une 4090 Ti qui va sortir. Donc techniquement je devrais vérifier avec la 3090 tout court. Et Cyril a relevé 69 FPS de moyenne avec cette carte là, ce qui nous donnerait un gap de performance de 76%, c'est énorme. Il faut garder à l'esprit que le PC de test de Cyril n'était pas exactement le même que le mien, donc ça fausse un petit peu, mais ça permet de se donner quand même une très bonne idée de l'écart de performance que l'on a. On passe maintenant à Cyberpunk et je vous montre les réglages que j'utilise. Pour chaque passage, ce qui change, c'est l'utilisation ou non du DLSS et la résolution. Concernant le DLSS, pour les passages où il est activé, je l'ai réglé en équilibré. Et cette fois-ci, contrairement aux autres benchmarks, il y a le ray tracing qui est activé, donc ça nous permettra vraiment de tester le plein potentiel de cette carte graphique. Je vous montre des images de mon passage en 1080p, mais on passe rapidement dessus parce qu'on a un bottleneck qui est très présent. Le GPU est clairement sous-exploité. Malgré tout, pour mon tableau, j'ai quand même fait un passage avec le DLSS activé. C'est pas spécialement pertinent, mais quitte à avoir fait un passage comme ça, j'ai mis les résultats dans mon tableau qu'on verra à la fin. Ce que vous voyez maintenant, c'est mon passage en 1440p. Vous avez le DLSS qui est à gauche et sans le DLSS à droite. On peut voir que à gauche, avec le DLSS activé, on a du bottleneck de la part du 12900K. On a le GPU qui est sollicité à hauteur de 80% en moyenne et surtout, on retrouve à peu près le même framerate que l'on avait en 1080p. Concernant à droite, sans le DLSS, on a le GPU qui est beaucoup plus sollicité. On n'a pas vraiment de bottleneck et ça nous permet malgré tout d'avoir plus de 60-70 FPS en moyenne, ce qui est vraiment pas mal. On verra ça à la fin avec le tableau. On passe maintenant à la 4K et là il n'y aura pas de souci de bottleneck clairement. À gauche vous avez le résultat avec le DLSS en équilibré et à droite bien entendu sans le DLSS. Alors cette fois on a vraiment le plein potentiel du DLSS, c'est-à-dire qu'on a assez peu de perte de qualité d'image mais par contre on a un très bon framerate. C'est pas compliqué, si on compare avec le DLSS qui est désactivé, on fait 1x2 grâce au DLSS dans ce réglage là. En tout cas même avec une 4090 Cyberpunk fait vraiment mal. C'est-à-dire que sans DLSS, on a une moyenne qui tourne un petit peu en dessous des 40 FPS. C'est peut-être la première fois que le DLSS est vraiment utile. Pour ce qui est des résultats, on va mettre totalement de côté ce que j'ai eu en 1080p sans et avec le DLSS et en 1440p avec le DLSS. On a plus ou moins les résultats, il y a des petits écarts, on est dans la marge d'erreur du benchmark, mais clairement on était bottleneck sur ces résultats-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des résultats qui sont extrêmement proches avec ces trois passages. En 1440p sans le DLSS, on n'est pas très loin des 80 FPS de moyenne, c'est vraiment pas mal, je pense que c'est un bon compromis sur ce jeu. En revanche, si vous voulez jouer dans de bonnes conditions en 2160p ultra, eh bien, il faudra activer le DLSS. Parce que sans, on est à 39 FPS, c'est pas suffisant pour jouer, même sur un jeu solo. Et une fois qu'il est activé, par contre, on a des bien meilleures conditions de jeu, on est dans les 80 FPS, ce qui est tout à fait correct. Et surtout avec le DLSS en équilibré, la perte d'image ne se ressent pas vraiment. La qualité d'image est très bonne et c'est vraiment très agréable. Quoi qu'il arrive pour cette carte là, c'est vraiment la première fois que le DLSS est vraiment utile. Le DLSS 3.0 marche très bien, on a un gain de performance qui est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de la qualité d'image, vu que j'enregistre en 1080p, malheureusement je peux pas vous le faire voir, vous aurez que mon ressenti pour vous baser, ça vaut ce que ça vaut et je trouve que c'est tout à fait correct. Après, si vous voulez voir ce que ça donne, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui comparent les deux. Allez, ça suffira concernant les tests de cette carte graphique. J'aurais bien aimé faire un petit peu plus de tests, mais je l'ai eu entre les mains pendant très peu de temps, donc c'est déjà pas mal. On passe donc à la conclusion, on va commencer sur les performances et tout ce que je peux dire c'est que oui, cette carte graphique est très performante. Elle offre un gap de performance d'une génération à l'autre qui est juste incroyable, hein. On l'a rarement vu et je parle d'un vrai gap de performance, c'est-à-dire que c'est pas un gap qui est mesuré avec l'aide du DLSS 3.0. C'est un gap comme on en a rarement vu dans le monde du hardware, hein. Le seul qui est au-dessus à ma connaissance, c'est celui qui a été offert par cette 8800 GTX en 2007. Et pour revenir sur la 4090, elle est tellement performante que finalement je pense qu'il est mieux d'attendre la prochaine génération de processeurs Intel pour pouvoir réellement en profiter. Parce que finalement, le seul jeu qui met réellement en difficulté cette carte, c'est Cyberpunk avec le ray tracing activé et sans le DLSS. Vous l'avez vu, hein, dans les tests, on est régulièrement face à du bottleneck CPU malgré que j'ai fait les tests avec un 12900K, c'est impressionnant. En faisant le montage pour cette vidéo, je me suis dit que c'est dommage, j'aurais dû tester en désactivant l'hyperthreading, ce qui nous aurait permis de gagner un petit peu de puissance par corps. Ça nous aurait permis de grappiller quelques FPS et surtout ça aurait énormément réduit le bottleneck. Parce que finalement, il y avait quand même un problème d'optimisation sur les tests que l'on a fait, c'est-à-dire que les jeux en question n'utilisent pas tous les cœurs du CPU, il en a 24 disponibles, mais généralement il tournait qu'à 50% ce processeur.
Ça veut donc dire qu'il en avait sous la pédale, donc ça aurait pu être intéressant de désactiver l'hyper trading. Après, ça fait pas non plus des miracles, mais ça permet sûrement de gratter quelques FPS. Et d'ailleurs, en parlant de gratter quelques FPS, on va parler du DLSS 3.0. À ce sujet-là, finalement, je suis assez mitigé, parce que finalement, le DLSS 3.0 sur cette carte-là, dans les tests que j'ai fait, on n'en a pas vraiment eu besoin. Alors ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on l'a vu sur Cyberpunk, quand on active le DLSS en mode équilibré, on double carrément notre framerate. Donc finalement, le seul cas qui est utile pour cette carte graphique-là, c'est sur Cyberpunk. Parce que de toute manière, sur les autres jeux, généralement quand j'active le DLSS, que ce soit en 1440p ou même en 4K parfois, je me retrouvais tout simplement bridé par mon processeur. Et je vous rappelle que le processeur en question, c'est un 12900K, c'est peut-être le plus performant à l'heure actuelle en gaming. Donc avant que je passe à la suite concernant le DLSS, je fais un petit disclaimer, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une bonne chose que le DLSS s'améliore. Là où je m'interroge finalement, c'est que ce DLSS, il ne sera disponible que sur les RTX 4000. Or le DLSS est vraiment intéressant quand on est limité par son hardware. Or, quelles cartes vont être limitées par le hardware? Tout simplement les générations précédentes de cartes graphiques, donc les RTX 3000 ou les 2000. Parce que Nvidia a déjà communiqué sur le fait que le DLSS 3.0 ne sera pas compatible sur les générations précédentes. Ils expliquent que c'est soi-disant à cause de limitations hardware, moi j'attends de voir mais ça me paraît un petit peu suspect. De là à dire que cette limitation pour l'utilisation du DLSS 3.0 n'est juste là que pour vendre des RTX 4000 plus que les RTX 3000, on a vite fait de franchir le pas. Parce que pour la sortie de ces RTX 4000, finalement, Nvidia est en concurrence directement avec Nvidia, à cause des gros stocks qu'on a de RTX 3000 à l'heure actuelle, et que Nvidia a du mal à écouler. Bref, passons maintenant à la consommation ainsi que les températures que j'ai eues dans les tests, et pour ça, je vais me baser sur certains tests de hardware cooking. Pour ce qui est de la consommation, finalement ça va quoi. C'est-à-dire que sur des pics, donc les valeurs maximales qui ont été mesurées par Hardware Cooking, on est à 460 watts, donc ça va à peu près. Malgré tout, c'est quand même une carte qui consomme beaucoup, mais on est quand même loin des 600 watts qu'on nous avait annoncé pendant un temps. Et d'ailleurs, pour alimenter ces cartes graphiques-là, il faut vraiment une bonne alimentation. Et je vous conseillerais plutôt une alimentation en ATX 3.0. Ça vous évitera d'avoir utilisé ces adaptateurs qui sont juste horribles à mettre sur ces cartes graphiques. Maintenant, pour ce qui est des températures, vous avez pu le voir pendant les tests, c'est une carte graphique qui ne chauffe vraiment pas. Alors, ça s'explique pas par sa consommation qui est quand même très élevée, ça s'explique tout simplement par son refroidissement qui est énorme. La carte est un vrai pavé, elle prend 3 slots et demi, ce qui est énorme. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais il faut reconnaître que malgré tout, c'est des refroidissements qui fonctionnent très bien, cette carte ne chauffe pas énormément. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et maintenant, on va parler de ce qui est peut-être son plus gros défaut, c'est tout simplement son prix. Ce modèle-là, il est vendu à 2200 €, 2199 € exactement, on est plutôt dans la fourchette haute des RTX 4090. Il n'empêche que le MSRP pour la Founder, c'est quand même pas loin des 2000 €, donc c'est vraiment des cartes graphiques qui coûtent très cher. Alors, je suis assez déçu quand même qu'on ait des prix qui sont aussi élevés. Ça fait un moment, notamment sur TikTok, que je dénonce qu'on ait des prix qui grimpent en flèche pour le hardware, mais cette fois-ci, il n'y a pas uniquement la politique de Nvidia qui est en cause. C'est-à-dire que la conjoncture économique actuelle fait que la conversion du dollar vers l'euro nous fait mal. En plus de ça, on a les taxes qui se rajoutent dessus, donc ça fait doublement mal. C'est pour ça qu'on a des prix qui sont si chers en France, en tout cas. Après, si on regarde le prix en dollars, ce n'est pas donné non plus, mais ça fait quand même beaucoup moins mal. Donc faut relativiser pas mal là-dessus, même si je trouve que c'est des prix qui sont incroyablement élevés. Donc pour le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette carte? C'est assez dur de conclure. Et comme tout porte-étendard, c'est une carte graphique qui est très performante, qui est en avance technologiquement grâce au DLSS 3.0 par exemple, même s'il y a des questions à se poser sur celui-ci. Clairement, c'est une carte graphique qui est sans concession, c'est une carte graphique qui est faite pour ceux qui ont vraiment envie de se faire plaisir, même si le prix est totalement déraisonnable. Ça s'adresse tout simplement à un public qui a envie de faire le PC ultime, et ce, à n'importe quel prix. Et vous le verrez aussi dans le test de Hardware Cooking, finalement, elle a quand même des bonnes capacités pour de l'applicatif. C'est une carte qui s'en sort très bien là aussi, donc ça pourrait être une solution polyvalente pour un professionnel. Mais même si elle a des bonnes capacités dans une utilisation professionnelle, je tiens à vous rappeler qu'elle fait partie de la gamme GeForce. GeForce, ça veut dire gamme grand public d'Nvidia. Donc contrairement à ce que certains peuvent dire, il ne s'agit pas d'une carte qui est purement dédiée aux professionnels, ce n'est pas le cas.
C'était mon test de la RTX 4090 et vraiment merci au frangin parce que clairement j'aurais jamais pu faire cette vidéo sans lui. Cette carte graphique aurait mérité plus de tests et notamment de l'opposer avec des concurrentes un petit peu d'NVIDIA mais même d'AMD aussi pour que ce soit plus pertinent. Malheureusement, j'avais pas beaucoup de temps pour tester cette carte graphique et surtout je suis encore un tout petit dans le monde du hardware, j'ai pas de gros moyens pour pouvoir lui opposer des cartes graphiques du même niveau. Mais malgré mes petits moyens, une fois n'est pas coutume, comme je l'ai dit en introduction, ça m'a permis de vous proposer un test qui est littéralement dans l'actualité. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur le test de Hardware Cooking. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur les réseaux sociaux, que ce soit le Discord, le TikTok, etc. Je vous mets le lien Linktree dans la description. Allez, c'est la fin de la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.